Merci. Donc, nous allons commencer. Madame l'ambassadrice, Monsieur le directeur adjoint de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, Monsieur le président, je ne le vois pas, Monsieur le président de la Fédération hellénique des vins, pardon. Nous avons le plaisir de vous présenter ce colloque intitulé La vigne et le vin dans les relations franco-helléniques, ce qui correspond à 2600 ans d'influence réciproque. On va avoir des précisions sur les aspects historiques dans quelques moments. Ce colloque est organisé donc par l'ambassade de France en Grèce et la Fédération hellénique des vins, sous le haut patronage de l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Et nous avons deux partenaires que je remercie vivement d'avoir soutenu ce colloque. C'est la Anavasi. Donc, vous avez vu tout à l'heure une carte que vous reverrez précédemment qui est à l'origine de cette carte, et Cathy Merini, donc pour tout ce qui est communication. J'appelle pour introduire ce colloque Madame l'ambassadrice. Mesdames et messieurs, cher Philippe, cher directeur de l'Organisation de la vigne et du vin, l'OIV, Monsieur le Président de la Fédération hellénique des vins, c'est une très grande joie pour moi d'être avec vous ce matin pour ouvrir cet important colloque. Colloque scientifique, comme l'a indiqué Philippe Rieux, mais aussi momentum dans les relations entre la France et la Grèce. Autour du vin, nous célébrons le centenaire de l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Et nos deux pays étaient parmi les 7 pays fondateurs de cette organisation. Nous avons aussi le plaisir de célébrer, à l'occasion de ce colloque, les 75 ans de la Fédération hellénique des vins, et je salue tous ses représentants parce que nous savons comme c'est important de pouvoir compter sur une fédération active pour créer un système d'appellation d'origine et évidemment pour faire de la coopération sur ces fameuses AOC, mais aussi pour travailler sur l'avenir de ce magnifique produit entre nos deux pays. Tous les présidents de fédérations, au moins depuis quelques décennies, ont fait des études en France. Et nous savons que nous portons, nous Français, une vision de la vigne et du vin, qui est une vision culturelle, qui est une vision aussi historique, de respect des traditions et des terroirs et des territoires. Et c'est cela que nous voudrions également montrer ici, dans ce colloque. C'est aussi un des produit qui est le plus référencé dans l'histoire, dans la poésie, dans la littérature. Évidemment, les Phocéens sur les côtes de Massalia, évidemment, avant Jésus-Christ et l'arrivée de la vigne et du vin dans la Grèce antique, évidemment, depuis, sur l'extraordinaire coopération et liens humains qui existent. Bien sûr, vous le savez, aujourd'hui, d'importants châteaux ou d'importantes maisons sont la propriété de familles grecques. Je pense à Château Margaux. Évidemment, les liens politiques aujourd'hui entre la France et la Grèce, souvent, passent par un territoire qui produit un vin. Et je suis heureuse de voir que dans le programme, nous traversons toute la Grèce. Nous allons au nord de la Grèce, nous allons à Némée. Nous y étions avec la flamme olympique cette année. Nous avons fait 42 stations et chaque fois, à chaque endroit, on rappelait une tradition française ou une histoire qui relayait la France dans les îles, en Épire, partout. J'ai aussi le grand plaisir de porter une opération sur la gastronomie qui s'appelle Merci Chef, qui démultiplie les réflexions sur la coopération portant sur le vin. Évidemment, il s'agit de cours d'œnologie, il s'agit de réflexions sur le marché, bien entendu, avec Business France, mais il s'agit également d'une forme de formation pour garder entre la France et la Grèce un lien privilégié autour de cette question. Donc je remercie enfin tous les étudiants et l'Institut français qui vont participer à ce colloque, parce que c'est cela que nous voudrions, susciter l'amour de ce magnifique produit et créer des liens professionnels avec les connaisseurs futurs et dans la relation franco-grecque,
toujours et toujours rappeler l'histoire commune qui nous lie à travers le vin. Merci beaucoup, cher Philippe. Merci, Madame l'ambassadrice. Je voudrais inviter maintenant le directeur adjoint de l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Merci, Yann. Merci, bonjour à tous. Tout d'abord, vous dire ma joie. Je ne voudrais pas que Théodore nous quitte, mais je voudrais vous dire ma joie d'être ici présent aujourd'hui à Athènes pour ce colloque sur les relations franco-helléniques dans le secteur de la vigne et du vin. Madame l'ambassadrice, Monsieur le président de l'Institut français à Athènes, Monsieur le président de la Fédération hellénique. En effet, aujourd'hui, nous célébrons un peu la clôture de l'année du centenaire de l'OIV. 1924, il y a un siècle, est une année importante à la fois parce qu'elle a vu le renouveau des Jeux olympiques avec les premiers Jeux olympiques modernes à Paris en 1924, mais aussi, surtout, parce que c'est créé donc, une organisation intergouvernementale de la vigne et du vin avec 8 pays fondateurs, dont 2 importants, évidemment, la France et la Grèce. Nous avons célébré tout au cours de cette année ce centenaire avec des manifestations de différentes importances géographiques et humaines. Nous avons tenu 2 conférences ministérielles cette année, c'est une première aussi pour notre organisation, qui ont permis au gouvernement qui participe à l'activité de l'OIV de réaffirmer leur engagement dans cette filière vitivinicole. Une en Italie et une en France. Nous avons tenu le 45e congrès mondial de la vigne et du vin à Dijon au mois de juin et nous avons adopté un nouveau plan stratégique et je crois que c'est d'une importance fondamentale pour l'OIV de se tourner vers l'avenir 2025-2029 et que nous pourrons développer ainsi cette filière pour ce nouveau centenaire. Et je crois que c'est très important de clôturer cette année internationale de la vigne et du vin ici en Grèce, pays évidemment de culture et de civilisation de la vigne et du vin, berceau de la viticulture européenne, parce que nous avons décidé justement dans ce plan stratégique de développer un pan, peut-être qui a été un peu délaissé dans le premier siècle de l'OIV, sur le patrimoine et la culture vitivinicole. Et un des objectifs que nous allons essayer de mener dans ces 5 ans, c'est de mener avec l'UNESCO la reconnaissance au niveau du patrimoine immatériel de l'humanité, de la culture de la vigne. Il nous semble important que nous puissions faire reconnaître. Nous avons vu que la Belgique a fait reconnaître au patrimoine immatériel de l'humanité la bière, la production de la bière. On pense quand même qu'au niveau mondial, on doit pouvoir le faire pour la vigne et le vin. Donc, je suis particulièrement heureux de pouvoir participer aujourd'hui à ce colloque. Je crois que la richesse du programme, la diversité des intervenants et à la fois le déroulé historique, mais aussi sur les appétences du futur, va nous permettre d'avoir une magnifique journée. Et puis, nous avons également décidé, il y a quelques jours, lors la date anniversaire du 29 novembre 2024, de décréter qu'à partir de l'année prochaine, tous les 29 novembre seront une journée internationale de la vigne et du vin. Et donc, je souhaite évidemment qu'à partir de cela, nous puissions développer cet aspect aussi culturel. Donc, je nous souhaite à tous une belle conférence. Je reviendrai tout à l'heure pour un peu plus expliquer l'activité de l'OIV et comment la relation franco-hellénique a été primordiale pour le développement de notre organisation. Et puis, belle journée à tous et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. J'appelle Monsieur Voyatsis, président de la Fédération hellénique des vins, pour introduire également ce colloque. Καλημέρα σε όλους. Je vais parler en grec. Κυρία Πρέσβη. Madame l'ambassadrice, elle vient de quitter la salle. Ce que j'apprends, souhaitons la remercier Madame l'ambassadrice qui était présente, ici présente, Monsieur le représentant de l'OIV, chers invités,
venus de France et de toute la Grèce. Mesdames et messieurs, au nom de la Fédération hellénique des vins, je voudrais exprimer mes remerciements, ma gratitude pour l'organisation, pour cette conférence. Les liens entre nos deux pays remontent à plusieurs siècles. Nous aurons l'occasion par la suite d'entendre les interventions d'éminents intervenants des deux pays qui vont présenter des aspects très importants de ces relations réciproques entre la France et la Grèce autour de la vigne et du vin. C'est une conférence qui a lieu en même temps que le centenaire de l'OIV, l'Organisation internationale de la vigne et du vin, avec qui nous entretenons des liens très étroits, et grâce également à l'œuvre de Madame Stavroula Korakou. Cette conférence a lieu également à l'occasion du 75e anniversaire de la Fédération hellénique des vins, un moment très important qui fait de cette fédération une des organisations professionnelles les plus importantes dans notre pays et qui joue un très rôle important dans l'agriculture et la culture de notre pays. Pour conclure, je souhaite remercier chaleureusement Madame l'ambassadrice pour son engagement et pour l'organisation de cette conférence, ainsi que Monsieur Philippe Grieux, Madame Nefeli Multier, Madame Spiropoulou, Doris, également le Monsieur Georgopoulos, professeur à l'Université de Reims, pour les efforts consentis pour l'organisation de cette conférence, pour sa participation à l'idée, à la conception, à la réalisation, Madame Zizi et Madame Alexiavi, pour le soutien apporté à la réalisation de cette conférence. Je souhaite remercier également tous les intervenants venus de France et vous tous qui êtes ici présents et qui allez assister à cette conférence. Merci. Merci. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet de ce colloque et j'appelle donc Théodore Georgopoulos qui va vous présenter les grandes étapes de cette manifestation. Merci beaucoup, cher Philippe. Merci à tous de votre présence, à tous ceux qui ont contribué pour la réalisation de cette journée. Et je ne vais pas en réalité présenter les colloques en tant que programme, parce que vous l'avez. Je vais plutôt dire 2 mots sur les objectifs et les spécificités de ce colloque. En réalité, le colloque d'aujourd'hui n'est ni complet, ni original, ni académique. Ça veut dire que pour ceux qui s'attendaient à quelque chose comme cela peuvent déjà partir, même s'il ne fait pas très beau aujourd'hui à Athènes. Mais bon, c'est toujours Athènes. C'est un colloque qui n'est pas complet, dans le sens où il est impossible d'explorer en profondeur l'ensemble des foisonnements des relations franco-helléniques en matière vitivinicole. Mais il a la qualité de couvrir 26 siècles de plein de périodes différentes, des rapports de force assez originaux, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, et même au-delà, avec des questions comme le changement climatique. Ce n'est pas un colloque original non plus. Le président de la Fédération hellénique des vins m'a envoyé quelques jours avant le début de ces colloques les travaux
les travaux d'un colloque qui a eu lieu en 1985 avec un titre pratiquement le même. C'était la France et la Grèce dans les relations dans le secteur de la vigne et le vin. 1985, avec la participation de grands spécialistes de la viticulture, de l'œnologie de France, et avec une Grèce qui était au début de ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution et la renaissance du vin grec. D'autres travaux existent, donc on n'est pas là pour présenter ou essayer de vendre quelque chose d'original. Mais il y a cette mise en perspective du passé vers le futur qui rend la démarche d'aujourd'hui, à mon avis, intéressante. L'objectif serait de trouver quelque part entre l'Antiquité, en passant par le Moyen-Âge jusqu'à l'histoire moderne et la situation d'aujourd'hui, de trouver le ou les fils conducteurs de ces relations. Enfin, ce n'est pas un colloque académique. Ce n'est pas uniquement un colloque académique, parce qu'on a essayé, on a voulu avoir des témoignages, des discussions autour de la mise en pratique et de la perspective d'avenir. Permettez-moi tout de même, afin d'essayer de vous garder dans cette salle, dans ces belles amphis pour le reste de la journée, de vous dire qu'à mon sens, il y a un élément qui ressort, et c'est peut-être l'ambition de ce colloque, c'est de voir les relations entre la France et la Grèce en matière vitivinicole au-delà des stéréotypes. Ça veut dire qu'il faut voir qu'il y a beaucoup plus qu'un vide juridique, historique, qui est également souvent un vide juridique, un vide historique pour ce qui concerne l'histoire vitivinicole grecque entre l'Antiquité et pratiquement les années 1980. Dans cette longue période, la France a joué, de manière intentionnelle ou pas, un rôle important. Et puis, l'emprise, autre stéréotype, l'emprise de la France sur la Grèce. C'est vrai, cela existe, mais ça doit être relativisé parce qu'il s'avère que, bien que la France soit un pays très important, reste un pays très important et a été à travers les temps un pays très important en matière vitivinicole, la Grèce, petit pays, avec une grande civilisation, et avec souvent des grandes ambitions ou des grands besoins, a joué un rôle beaucoup plus grand par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. Tout cela reste à démontrer. Merci. Bon colloque. J'appelle donc déjà les intervenants de la première session, Antigone Marangou et Florence Tilkens-Zotiades, de me rejoindre ici pour commencer le colloque. Merci. Comme vous voulez, avec plaisir, avec grand plaisir. Θα σας παρουσιάσω. Θα σας ειδοποιήσω. Nous avons donc le plaisir, on commence la première session sur l'Antiquité, de l'Antiquité au Moyen-Âge, les relations franco-helléniques. On aurait pu faire plusieurs colloques sur cette session, sur cette très longue période. Mais on a dit, l'idée ici, ce n'est pas de prétendre à l'exhaustivité, ce n'est pas un colloque complet, mais c'est un colloque qui, justement, essaye de démontrer les différents
rapport des forces dans ces relations foisonnantes. Donc, j'ai le plaisir de présenter et de remercier de sa venue de France pour la participation à ce colloque Antigone Marangou, qui est maître de conférence à l'Université Rennes 2, qui va nous parler de grec et de l'introduction de la viticulture en Gaule. Chère Antigone, merci. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, Kyries και κύριοι, en préambule, je souhaiterais dédier cette présentation à 3 grands et fins connaisseurs de la civilisation de la vigne en Grèce antique ou moderne, disparus récemment. D'abord, au professeur François Salvia, qui m'a enseigné l'exigence de la recherche scientifique et dont les travaux portant sur la vigne et le vin dans les sociétés anciennes ont été des modèles à suivre. Puis, à Madame Stavroula Kourakou-Dragona et à Monsieur Yannis Boutaris pour leur confiance et leur soutien sans faille dans mes projets scientifiques sur la viticulture et la viniculture antique. Je tiens ensuite à remercier évidemment les organisateurs pour l'invitation à cette rencontre consacrée à la place de la vigne et du vin dans les relations franco-helléniques et aux 2600 ans d'influence réciproque. En effet, c'est dès l'Antiquité, vers 600 avant notre ère, que la vigne et le vin marquent les relations franco-helléniques en étant aux origines des relations entre ces 2 civilisations. Rappelons-le, on peut le rappeler d'emblée, qu'en Gaule méridionale, avant l'installation des premiers Grecs venant des fossés, j'ai encadré les sites qui vont nous intéresser, fossés en Asie mineure et donc Massalia. Avant l'installation des premiers Grecs venant des fossés, la vigne poussait à l'état sauvage, comme partout en Europe occidentale, mais ses habitants ne semblent pas l'avoir domestiquée. Habitués à la bière et dans une moindre mesure à l'hydromel, les Celtes, comme les Ligures de Provence, ne buvaient qu'exceptionnellement du vin. Ce vin était importé par l'intermédiaire des marchands grecs, étrusques et phéniciens qui sillonnaient la Méditerranée dès le 7e siècle pour vendre et acheter toutes sortes de produits. Ils ont amené en même temps que le vin de la vaisselle de qualité en céramique, en métal, liée souvent au service du vin et utilisée lors des symposia, une pratique sociale grecque qu'adoptent rapidement les élites locales. On peut en discuter sur cette question-là, où ces dernières années, il y a des avis un peu contradictoires. Il ne fait aucun doute que ce sont les phocéens d'Ionie, installés vers 600 avant notre ère, sur les rives du Lacidon, dans l'actuelle zone du Vieux-Port de Marseille, qui plantèrent les premières vignes sur les terres qui leur sont cédées par Nanos, le roi des Ségobriges, une peuplade locale. Donc, je présente ici de manière un peu concise une image sur les chantiers du jardin de la Bourse auprès du Vieux-Port de Marseille. C'était le premier chantier urbain de la ville en 1967 qui a ouvert véritablement la page de l'exploration de la cité phocéenne. Donc, les phocéens font d'ici une apikia et non pas une colonie. On peut discuter sur les termes si vous le souhaitez. Donc, ils font d'ici une apikia qu'ils nomment Massalia, la future Marseille. Selon la légende, le roi Nanos n'offre pas que des terres aux phocéens. Il donne aussi sa fille, Yptis, ou Péta, selon Aristote, au mariage. Selon la coutume locale, le choix du gendre était fait par la future mariée au cours d'un repas. Au dire d'Aristote, métatodipnon, après le repas, la jeune fille devait donner une fialine kekrasmeni,
une coupe de vin coupée d'eau à celui, évidemment, qu'elle voudrait parmi les prétendants présents. Celui à qui elle les donnerait serait son époux. Égyptis choisit Protis, l'un des chefs de la flotte grecque. Si cette légende a un fond de vérité, elle renvoie à la plus ancienne mention écrite de vin en Gaule. C'est bien cet épisode que l'on représente souvent. J'ai pris ici l'exemple de cette affiche de David de Lépine de 1899 pour illustrer l'affiche de la fête du 25e centenaire de la fondation de Massalia. Donc, à cette installation que l'on peut imaginer pacifique, se succèdent des épisodes plus hostiles. Les Phocéens, selon Troque-Pompée, donc cet historien gallo-romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, et donc lui, il nous fait part de cette ambiance d'insécurité, hein, et l'archéologie vient apporter cette question de volonté de se défendre de plus en plus face aux peuplades barbares, hein, barbares dans le sens évidemment de l'étranger. Ces insécurités est visible sur les tracés du rempart de la ville que vous voyez sur la diapositive, que pour le VIe siècle, vous avez là 3 tracés qui montrent ces soucis constants des Phocéens de protéger leur cité. Mais pour revenir à notre sujet, les Phocéens ont apporté avec eux à Massalia leur cépage, leur savoir-faire viticole, la culture, la greffe, la taille, leur procédé de vinification, allant du foulage des grappes à la fermentation du mou et au vieillissement du vin en pitoi, pithi, et même leurs moyens de transport avec un prototype, l'amphore. Parmi les échos dans les textes anciens de ces apports, nous pouvons signaler l'ouverture des pitoi rapportée par Justin au IIIe ou au IVe siècle. L'auteur mentionne la tenue à Marseille des anthesteria, les fêtes de la dégustation du vin nouveau qui avaient lieu à la fin de l'hiver. Nous trouvons aussi dans les sources, mais un petit peu plus récentes, c'est-à-dire à la fin de l'époque hellénistique et surtout à l'époque romaine, des précisions sur la qualité des vins de Massalia. Ils étaient blancs, ils étaient épais, ils avaient du corps, etc. Malgré donc le climat d'insécurité et les incursions indigènes, les Phocéens, aussitôt installés, répandent leurs techniques viticoles et vinicoles aussi bien aux populations des territoires qu'ils contrôlent qu'aux populations celto-ligures avec qui ils étaient en contact. Les vestiges de ces activités sont régulièrement révélés sur les sites sous forme de pépins de raisin. Les découvertes d'objets manufacturés sont plus rares, mais nous pouvons citer ces pitos que vous avez sous les yeux, provenant d'une maison de l'oppidum de Saint-Blaise, un site dans le Cercle Noir situé à quelques 50 km à l'ouest de Massalia. Donc il s'agit d'un fragment qui porte une inscription incisée avant cuisson en alphabet grec, comme vous le voyez à droite. Il s'agit sans doute de la plus ancienne inscription grecque trouvée en Gaule à ce jour, grâce à son alphabet, cet alphabet archaïque que nous pouvons constater par la présence du digamma, que vous voyez la deuxième lettre. Nous pouvons lire alors myresikos, terme que l'on peut traduire par parfumé, ce qui renvoie probablement à un vin parfumé. Ces témoignages apportent 2 informations notables. La pratique de la vinification dans les pitoi, ce qui suggère l'existence de celliers et de stockage, et de la production de vins de qualité distingués par leur bouquet.
Aussi, nous pouvons déduire que dès le VIe siècle, les populations voisines de Massalia étaient en mesure de produire des vins parfumés. Outre le vin, les Phocéens introduisent en Gaule aussi leur contenant, l'amphore, le récipient de transport des liquides par excellence des Grecs, utilisé pour la diffusion de la production. Les potiers massaliotes la façonnent dans une argile locale, parsemée de paillettes de mica argentées, et reproduisent la forme des amphores de Lyonie ou encore de Corinthe. C'est une amphore que les archéologues appellent de type ionio-massaliette, qui bénéficie d'une typologie bien établie. Donc, je présente seulement les 4 types les plus anciens, mais il y a d'autres variantes. Ces amphores, comme vous pouvez les voir, elles ont toutes les pinces assez importantes. La première série est caractérisée par une pince en toupie, comme on dit. Elle est produite à la seconde moitié du VIe siècle, avant notre ère. Le deuxième type a une pince un petit peu plus sphérique, produite tout au long du 5e. Et la troisième et quatrième catégorie, le troisième et quatrième type, produite au 5e et au 3e siècle avant notre ère, ont plutôt la pince ovoïde. Donc, ces amphores se terminent toutes par un bouton de préhension. Elles ont le col court et les bords en forme de bourrelet, plus ou moins arrondis. Elles contenaient entre 24 et 30 litres de vin en moyenne et elles sont vendues aux populations de la basse vallée du Rhône, de la côte méditerranéenne, depuis la Catalogne jusqu'au rivage de l'Italie du Nord et jusqu'à Carthage. Avec d'autres amphores grecs de la mer Égée, qui viennent de Lesbos, des Chios, des Clazomènes, des Samos ou des Mylées. J'ai mis sur la diapositive une amphore des Clazomènes, mais aussi une de l'Étrurie, parce qu'il est difficile de dissocier les commerces du vin dans ces hautes périodes de l'apport du vignoble étrusque. Et donc, ces amphores accompagnent les amphores de Marseille, qui étaient aussi accompagnés d'objets de luxe, tels que les cratères, les énocoés, les coupatiques décorés, les fossés, que j'ai mis juste quelques découvertes venant de Marseille, du chantier de Jules Verne, qui révèlent la cité du VIe siècle. Donc, tant de vases qui transpirent, si je puis dire, cette tradition de consommer le vin en commun. Et, alors, tous ces produits, les Phocéens les échangent avec les peuples indigènes contre des métaux, du blé, des esclaves. Toutes ces marchandises remontent la vallée du Rhône pour arriver dans la zone alstatienne à destination des tables princières celtes. Les relations tissées entre Grecs et Gaulois autour de la vigne et du vin, dès les débuts du VIe siècle, comme on vient de le survoler, seront inscrites dans la durée. À l'époque hellénistique, à la fin du IVe et surtout à partir du IIIe siècle jusqu'au 1er, période marquée par les développements du commerce des vins d'Italie vers la Gaule, Marseille continue tout de même à produire et à vendre son vin en Méditerranée occidentale, tout en important des vins grecs de la mer Égée, mais en petite quantité. Je n'ai présenté qu'une amphore de Rhodes parce que le vignoble rhodien était le plus actif pendant toute l'époque hellénistique. Mais il y a évidemment d'autres vignobles du sud-est égéen qui étaient productifs, qui étaient actifs. Ces derniers, donc les vins grecs, sont sans doute recherchés par des consommateurs de vins exotiques, aisés, habitant les chefs-lieux de cités. Les importations se font par le port de Marseille, là où le nombre d'amphores timbrés et en épigraphe est quantitativement le plus important. J'ai mis un grand point noir à Massalie, qui joue ce rôle de
de diffuser les marchandises venant de l'Est. Et donc, on compte plutôt des centaines de ces amphores, de Rhodes en particulier, découverts dans les remblais hellénistiques du chantier de la Bourse, surtout dans les années 70. Et donc, si la répartition indique une concentration sur la côte méditerranéenne, elles sont aussi vendues, ces amphores, à travers la Gaule, dans le centre, en Bourgogne, et même jusqu'au Pas-de-Calais. Ces amphores, marqueurs du commerce rhodien à partir surtout du IIe siècle avant notre ère, sont identifiés avec certitude grâce aux timbres apposés sur leurs anses. J'ai mis quelques exemples des timbres amphoriques rhodiens découverts à Anserune. C'est une petite cité à l'est de Marseille et date du IIe siècle. À l'époque romaine, avec la conquête de la Gaule et la dynamique des échanges générés au sein de l'Empire, la viticulture connaît un développement sans précédent, notamment en Narbonnaise, que vous voyez ici en vert. C'est dans cette région où, dans plus d'une centaine d'ateliers, les potiers façonnent les amphores gauloises, héritières des amphores ionios-massaillettes, qui désormais transportent le vin gaulois dans de nombreux sites de la Méditerranée, mais surtout en Occident et vers le nord. Ces succès n'ont pas freiné, évidemment, l'arrivée des vins grecs, cette fois-ci des Chios, des Kos, des Fès, des Cnides, des Rhodes ou encore de Cilicie, cette province du sud de l'Asie mineure, et aussi des Crètes. Rhodes et Crète restent les deux vignobles les plus actifs durant toute l'époque romaine, ce qu'on appelle les vignobles de Provence orientale. Donc, ces amphores sont embarqués sur les navires à destination principalement de Rome et des autres cités d'Italie, mais une partie de ces cargaisons sera déchargée en Narbonnaise pendant qu'une autre remontera le long du couloir rhodanien en direction du reste de la Gaule avant de gagner les limes germaniques, là où étaient installées les légions romaines, qui étaient en attente, en ravitaillement, évidemment, en vin. Ces amphores peuvent porter des dipinti. J'ai mis quelques exemples, surtout d'amphores crétoises. Et donc, ces amphores de Rhodes, d'ailleurs, ou des Crètes, portent des inscriptions peintes, qu'on appelle les dipinti, sur leurs parois, et indiquent l'origine ou la qualité des vins transportés, mais aussi le nom des hommes impliqués dans leur commercialisation. Parmi les exemples les plus éloquents, nous pouvons citer les amphores crétoises découvertes en Narbonnaise, à Narbonne même, ou dans l'anse de Saint-Gervais. Ici, j'ai mis juste quelques exemples à gauche. Sur l'école de ces amphores, on lit Creticum vinum, du vin des Crêtes, via Limou, par l'intermédiaire de M. Limos, qui devait être un négociateur en vin. On trouve également le nom plus précis d'une cité crétoise, comme Lithios, de la cité de Litos. Et à droite, j'ai mis une amphore découverte à Toulon, toujours à l'époque romaine, où sur la pince, nous lisons Passum vinum, du vin passum, les passos des Grecs, qu'Olybe mentionne, c'est-à-dire du vin fait par fermentation naturelle, par des vignes pasteurisées. On a également d'autres témoignages, comme ici, des amphores avec des inscriptions Gli Kis, on peut développer Kis, c'est-à-dire du vin doux. Enfin, si dans cet exposé, nous avons évoqué essentiellement la consommation des vins grecs qui s'étalent en Gaule durant toute l'Antiquité, c'est parce que les traces archéologiques ou littéraires de la consommation des vins de Gaule dans l'espace grec sont rares.
Elles se réduisent à quelques fragments d'amphores gauloises, type 4, que vous avez à droite. Comme vous le constatez, elle est vraiment héritière de cette forme ionio-massaillette de l'époque romaine. On les a identifiées à l'agora d'Athènes, on les a identifiées à la villa de Dionysos à Knossos et sur quelques sites d'Asie mineure, à Éphèse, à Lycarnasse ou encore à Anémorium en Cilicie. De toute évidence, la diffusion et la reconnaissance des vins venant de la Gaule à cette époque restent à ce jour limitées. Pour conclure, malgré les incertitudes qui émanent de nos diverses sources, une chose est certaine, la culture de la vigne naît à Massalia et avec les apports des Grecs, les peuples de la Gaule se joignent à ce que le professeur François Salvia appelait et insistait la civilisation de la vigne. Au fil du temps, la vigne et le vin embrassera tous les domaines de la société gauloise, allant de la production au commerce, des rites religieux aux rituels sociaux de la consommation. Je vous remercie de votre attention. Un grand merci pour la richesse de cette intervention. C'était un panorama très rapide. Panorama très rapide et pourtant très, très riche, non pas en information, mais très riche en savoir et vraiment source d'inspiration. Merci d'avoir respecté les temps. Il nous reste vraiment les 5 minutes parce que je considère que c'est important de garder ces 5 minutes d'échange. Je suis sûr qu'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. La parole, c'est à vous. Si vous avez des éléments de... Moi, j'en ai, mais voilà. D'abord, c'est à vous. Ben, Moi, j'aurais une question alors. On a vu sur les cartes que finalement le vin commercialisé qui venait de la Grèce viennent beaucoup des îles et de la partie Asie mineure. Tout à fait. On n'a rien vu du continent grec. Non, parce que il y a ce qu'on peut appeler une répartition des vignobles selon les périodes. C'est-à-dire, avant l'époque hellénistique, c'est l'Ionie, avec Chios, l'irréprochable vin des Grecs. Et tout le nord de l'Ionie et l'Égée septentrional, qui produisait du vin à l'époque archaïque et classique. La Grèce continentale, j'avoue ne pas trop développée parce qu'on a un peu du mal à distinguer les amphores qui transportaient de l'huile d'olive des amphores qui transportaient du vin. Donc, je préférais m'asseoir plus ou vous présenter plus les régions pour lesquelles nous sommes certains qu'ils produisaient et diffusaient du vin parce qu'on a fait les analyses et puis on a vu qu'ils contenaient vraiment ces produits. Et c'est à l'époque hellénistique où c'est les vignobles du sud-est égéen qui prennent les relais, qui inondent les marchés. Il y a vraiment un déplacement au fil du temps. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Στα ελληνικά, συγγνώμη για τα... Une question en grec, je m'excuse de ne pas parler le français. Quelle était la langue de ces échanges? Est-ce qu'il y avait une lingua franca, une langue commune dans laquelle se faisaient ces échanges? Oui, il y avait bien sûr la langue grecque et puis le latin. À Marseille, nous avons des textes grecs et des inscriptions sur les pythes, mais principalement pendant l'époque hellénistique et romaine, c'était le latin qui était utilisé. Mais comme vous avez pu voir sur certains amphores, quelquefois, nous avons des inscriptions bilingues ou des références. C'était donc le latin et le grec de cette époque, l'ancien grec, qui était utilisé dans les échanges. Même les Phéniciens, les Puniques, comme on les appelle, utilisent la langue sémite, mais utilisent également dans leurs échanges l'ancien grec et le latin. Nous vous remercions pour cette excellente présentation. J'aimerais poser une question sur la forme des amphores.
Je ne peux pas revenir sur cette présentation, le PowerPoint. C'est la première fois que je vois ça. Est-ce qu'il y a des éléments qui relient la forme de l'amphore à la qualité du vin ou la variété de la vigne? Non, la forme de l'amphore est plutôt un modèle, reflète un modèle utilisé, créé par la ville et qui était également l'emblème numismatique et qui était caractéristique à la ville de par sa forme, bien qu'avec le temps, nous avons eu des influences entre les différentes régions, mais il n'y avait aucun lien entre le contenu et le contenant. Mais entre la forme, si je ne me trompe, et l'origine, là, nous avions un lien. Aujourd'hui encore, nous faisons référence auparavant surtout à certains types de récipients qui pouvaient contenir un vin d'une région d'Alsace, par exemple, ou du Jura. Je dirais que comme nous avons cette forme du récipient de Bourgogne ou de Bordeaux, cette caractéristique existait au début de la viticulture, viniculture, et ensuite d'autres régions imitent ces différentes formes, comme dans le Roussillon, nous avons la forme de Bordeaux, etc. Mais au début, les cités-nations avaient leur propre symbole. Très souvent, ils demandaient à des sculpteurs comme Leucippe de créer l'amphore de Mendy. C'était un symbole à l'époque archaïque et classique. Yanis, un petit commentaire très bref, 30 secondes. Est-ce que la forme des amphores peut est liée au contenu spécifique et le vin ou l'huile, probablement pour le marc. Par rapport à la forme, l'amphore est le vase de transport par voie maritime par excellence. C'est la raison pour laquelle nous avons cette forme pour mieux les organiser dans les navires. Mais vous avez raison, les amphores gauloises ont une base qui est plate car ils étaient transportés sur des bateaux sur des barges, sur les barges des bateaux fluviaux. Et qui pouvaient être transportés de cette façon, car dans les amphores, nous avons un premier niveau dans lequel sont insérées les autres couches, et ce qui permet de créer un équilibre sur la barge pour le transport par voie maritime ou fluviale. Nous vous remercions. Merci. Merci. Συνεχίζουμε αυτή την εξερεύνηση. Nous allons continuer ce voyage à travers le temps et l'espace avec la présentation de Florence Tilkens Zotiades, qui est historienne, auteure. Et étant donné que nous parlons de l'espace et du temps, je l'ai d'abord connue à travers son livre sur l'Odyssée des vins grecs, qui en dit beaucoup, qui en dit long, et qui va continuer à nous faire voyager, puisque nous avons affaire aux vins grecs, dans le monde franc au Moyen-Âge. Nous avons toujours affaire à ce vin qui voyage à travers le temps et l'espace. Florence, vous avez la parole. Et donc, pour continuer sur cette lancée historique,
Avant de parler du vin grec dans le monde franc, j'aimerais préciser une chose. La raison pour laquelle le monde grec dans le monde franc va avoir cette réputation incroyable, c'est parce que les vins de l'Antiquité grecque avaient déjà une magnifique réputation dans le monde de l'Ouest. Donc, alors, comment vais-je passer sur la suivante? Excusez-moi. Ah voilà, donc sur le Enter. Où ça? Parfait, merci. Merci, très bien. Même si la conquête romaine de la seconde moitié du IIe siècle va transférer la puissance commerciale d'Athènes à Rome, les vins grecs fins vont demeurer transportés, exportés dans tout le monde gallo-romain, et ce jusqu'au XVe siècle. Avant, si vous voulez, de parler des facteurs qui vont permettre au vin grec d'être distribué dans le monde franc, j'aimerais faire un certain nombre de précisions. Donc, quand on parle de Byzance et de l'Empire byzantin, nous sommes bien entendu sur ce carrefour entre l'Occident et l'Orient. Byzance est une cité grecque créée en 667 avant Jésus-Christ, qui sera rebaptisée Constantinople par l'empereur Constantin Ier en 330. Donc, quand on parle de scission définitive de l'Empire romain, il faut savoir que l'Empire romain menacé sur toutes ses frontières va avoir deux gouverneurs. Un gouverneur à l'ouest qui va gouverner l'Empire romain d'Occident et qui parlera donc latin. Un empereur à l'est qui va gouverner l'Empire romain d'Orient, où la langue bien entendu parlée sera le grec. L'Empire romain d'Occident chutera en 476 sous l'impulsion donc des tribus barbares de l'Europe de l'Ouest. L'Empire romain d'Orient, quant à lui, disparaîtra en 1453, donc aux mains des troupes ottomanes. Quand on entend par franc, il s'agit là d'une confédération de peuples germaniques installés dans le nord de la Gaule romaine qu'ils vont conquérir entièrement entre 486 et donc 534, et en particulier Clovis, premier roi des Francs, qui sera baptisé chrétien par la suite. Donc le troisième point à évoquer, bien entendu, le christianisme, puisqu'en 380, Théodose Ier, donc dernier empereur romain, va consacrer le christianisme, religion officielle de l'Empire romain, et peu à peu, les autres religions, donc les paganismes, vont être prohibés. Le christianisme constitue donc un lien très fort entre l'Empire byzantin et le monde franc, en raison justement de ce baptême de Clovis, roi des Francs. Ce christianisme en définitive qui va nous amener au vin, puisque le vin grec, en particulier les vins doux grecs, vont constituer ce lien entre Byzance, les Francs et le christianisme. Donc, quels sont les vins qui vont être bu par les tribus franques au cours de la période médiévale? Ce sont essentiellement des vins blancs, doux, donc des vins sucrés, qui sont issus de raisins séchés au soleil, donc de raisins passeriers, vendus à des prix très élevés, car ces vins sont des vins fins, des vins de qualité. Ils sont également appréciés par le clergé, en particulier les évêchés, qu'ils soient servis lors des banquets ou dans la pratique des vins d'honneur. Ils sont l'illustration de l'opulence, de la puissance, de la richesse, et ils ont un rôle diplomatique puisque ces vins fins vont être servis lors d'entrevues à des émissaires afin d'assurer le bon déroulement d'une réunion. Alors, un certain nombre de facteurs, bien évidemment, nous amènent à comprendre la distribution de ces vins grecs dans le monde franc. Donc les deux premiers vont être bien entendu le rituel chrétien de l'Eucharistie qui consacre le rôle essentiel du vin dans la nouvelle religion. Le vin de messe doit être un vin blanc, en général doux plutôt que sec, afin de ne pas contrarier l'estomac des prêtres et des officiants. Il doit être fin et de qualité, et lorsqu'il n'est pas produit localement, il est bien évidemment importé des territoires byzantins.
Les monastères byzantins, d'ailleurs, jouent un rôle essentiel dans la production et la commercialisation de ces vins, puisqu'ils bénéficient d'exemptions de taxes sur les raisins de cuve et sur le transport maritime. Ils deviennent donc le premier opérateur du monde viticole, pourvoyant ainsi en vin de messe les églises et les monastères des royaumes d'Occident, qui sont souvent moins favorisés en matière de viticulture. Je pense en particulier à l'Angleterre ou à la Norvège, que bien entendu les monastères des autres régions. Deuxième facteur, donc les croisades et les pèlerinages, bien évidemment, qui vont se succéder entre 1095 et 1270, 8 croisades au total, pour gagner ou regagner Jérusalem. Donc les habitants des régions traversées ont un devoir d'hospitalité envers les pèlerins, et ce devoir d'hospitalité implique fournir de la nourriture, mais également du vin, qui a toujours un rôle essentiel. Les croisades, quant à elles, vont engager des milliers de chrétiens, chevaliers, nobliaux, seigneurs, originaires de toute l'Europe, qui sont toujours accueillis à Constantinople avant de poursuivre sur le chemin de Jérusalem ou d'autres villes telles Saint-Jean d'Acre. Donc, croisades et pèlerinages favorisent les échanges de vin, car le vin demeure une denrée fondamentale, puisqu'il s'agit d'un cordial, il s'agit d'un remède, il s'agit également d'un pourvoyeur de calories et d'un désinfectant de l'eau et des plaies. Alors, un fait que j'aimerais souligner, la deuxième croisade, donc, qui a lieu entre 1147 et 1149, et qui inaugure la présence des compagnes et des dames de seigneurs francs, sous l'impulsion d'Aliénor d'Aquitaine, la première VRP en matière de vin de Bordeaux, bien évidemment. Aliénor, qui suit donc son époux Louis VII sur la croisade, va entraîner toutes les dames de la cour du royaume de France sur la route de l'Orient. Et ces femmes, ces dames vont être donc logées par l'empereur byzantin Manuel Comnène et vont avoir ainsi l'opportunité de découvrir les vins doux byzantins. Le troisième facteur donc, est la constitution de l'Empire latin d'Orient à l'issue de la 4e croisade. Alors, il faut rappeler que cette 4e croisade, donc, qui est une campagne militaire lancée par le pape Innocent III à partir de Venise en 1202, a pour but au départ de s'emparer des ports égyptiens qui sont le poumon du monde arabe en vue de les échanger contre Jérusalem. Et évidemment, cette 4e croisade, sous les intrigues incroyables de l'Empire byzantin, n'aboutiront pas à ces échanges de ports égyptiens contre Jérusalem, mais bien au pillage et au sac de Constantinople en 1204. Donc vont naître de cette situation, bien évidemment, un certain nombre d'États latins qui seront créés, occupés et gouvernés essentiellement par les seigneurs francs et par les Vénitiens. Alors cet empire latin disparaîtra en 1261 avec la reprise de Constantinople par Michel VIII, paléologue. L'un des impôts prélevés justement par les seigneurs francs dans la constitution de ces empires latins d'Orient est une dîme, donc un pourcentage sur la production agricole et bien entendu la production viticole, ce qui contribue à cet échange entre le monde franc et les vins grecs. Le 4e facteur est la présence des ordres militaires religieux et en particulier l'ordre des Templiers qui lui a été créé en 1129. Donc ces Templiers issus de la chevalerie chrétienne médiévale vont assurer la protection et l'accompagnement des pèlerins vers Jérusalem. Mais ils jouent également un rôle économique essentiel en développant tout un réseau de commanderies tournées vers l'agriculture, la vigne et l'élevage. Alors ainsi, lorsque Richard Cœur de Lion vend Chypre, qui appartient donc à Byzance, aux Templiers peu de temps après son départ pour le Moyen-Orient, ces derniers, séduits par les qualités du vin local, qui est un vin doux, donc de raisin passerier, vont continuer à conserver un domaine donc, qui sera appelé la Grande Commanderie et qui va donner son nom à ce vin de Chypre, la Commandaria, extrêmement apprécié par les seigneurs d'Occident. Ils vont donc exporter dans toute l'Europe, en particulier dans le Royaume de France et le Royaume d'Angleterre, ce vin magnifique de Chypre.
Donc, le 5e facteur va être l'urbanisation de l'Europe occidentale dès le XIe siècle. La première partie du Moyen-Âge est une série de guerres, de troubles. La deuxième partie du Moyen-Âge est justement cette réurbanisation et donc une croissance incroyable des villes dans toute l'Europe, en particulier dans le Royaume de France, qui va se traduire donc par une augmentation des échanges commerciaux et surtout par une demande accrue de la bourgeoisie naissante des villes et par la seigneurie donc franque de produits de luxe, en particulier des produits venus d'Orient. Quand on parle de ces produits d'Orient, on parle bien entendu des soies, parce qu'on est en plein sur la route de la soie, mais également les épices d'Asie et les vins fins grecs. Enfin, dernier facteur de cette expansion, ce sont les écrits sur la viticulture et les traités de cuisine au bon usage du vin. Les traités sur les traités anciens d'agronomie, en fait, sont en particulier les traductions en latin dans un premier temps et en français, en vieux français dans un deuxième temps, des géoponiques, encyclopédie byzantine, qui a été créée sous l'impulsion donc de Constantin et qui reprend toute la connaissance antique en matière de viticulture. Les livres sur l'œnologie et la viticulture, donc 6, 7 et 8, sont ceux qui vont être traduits en français. En ce qui concerne les traités culinaires sur le bon usage du vin, ils portent tous la signature d'un maître-queux de maison princière ou royale, et l'emploi du vin et de ses dérivés y est largement commenté dans la macération des viandes, des poissons, et en ce qui concerne les vins grecs, dans la macération des fruits. Les vins grecs y sont recommandés. Il est important de parler dans ce contexte de commerce entre Byzance et le monde franc du rôle fondamental des Vénitiens. Donc les Vénitiens qui, pour le coup, vont avoir la demande, vont être sollicités par Byzance pour les protéger. Les Vénitiens qui, dès le XIe siècle, sont parvenus à se débarrasser de la piraterie de la mer de l'Adriatique, vont être contactés par Constantinople pour protéger les frontières de l'Empire byzantin. Et en échange va naître ce fameux traité byzantino-vénitien de 1082, accord de défense doublé d'un accord commercial dans lequel les Vénitiens vont obtenir la pleine liberté de commerce de l'Empire et l'affranchissement du commercion, principal impôt prélevé par Constantinople et qui correspond à 10% de la valeur de la marchandise échangée. Ils vont ainsi obtenir un monopole et une toute-puissance dans le commerce entre Orient et Occident et vont être ceux qui exporteront les vins fins grecs dans le monde de l'Ouest. Vins fins grecs qui seront vendus à des prix exorbitants, bien évidemment. Il y a même une hypothèse, les grands vins d'Italie, type le Recioto, auraient été créés pour faire une concurrence aux vins passeriers de Crète et de Grèce. Nous arrivons à présent sur quel type de vin donc buvait-on au Moyen-Âge. C'était surtout, comme je vous l'ai dit, des vins blancs, des vins fins, donc des vins qui sont des vins des îles de la mer Égée, bien évidemment, mais les deux stars du Moyen-Âge demeurent la Commandaria de Chypre, largement exportée en France et en Angleterre, et aussi le vin de Malvoisie. En ce qui concerne le vin de Chypre, donc, il y a deux mentions à faire. La toute première, bien évidemment, il a été baptisé le roi des vins et le vin des rois par Richard Cœur de Lion, mais il fait également partie du vin couronné lors du tout premier concours de vin au monde, donc en 1223, sous l'impulsion de Philippe Auguste, roi de France. Donc une centaine de vins sont présentés à la cour, et le vin qui sort couronné est le vin doux de Chypre. Alors, il est intéressant, vous pouvez retrouver la liste des vins qui ont été présentés dans un poème rédigé par Henri d'Andilly en 1224 et qui s'appelle « La bataille des vins » et qui retrace donc le tout premier concours de vin de l'histoire des concours de vin. Donc l'autre nectar, bien entendu, l'autre star du Moyen-Âge, est le vin doux de Malvoisie, qui va séduire surtout les marchés donc de France et de l'Angleterre. Donc originaire de la cité de Moninvassia, donc Malvoisie, on a là un vin qui porte à la fois le nom
de l'endroit géographique où il est produit et donc le nom d'un supposé cépage. Alors, il faut savoir que les Vénitiens qui vont détenir Monemvasia vont également produire ce vin en Crète, où il sera produit en plus large quantité, les ports de Crète étant beaucoup plus grands que le port de Monemvasia. Donc, je conclurai sur une remarque. Les vins grecs dans le royaume franc et après dans le royaume de France vont être peu à peu abandonnés. Pourquoi ? Parce qu'à partir du XIIIe siècle, la viticulture va être présente sur tout le territoire français. Et donc, les vins français vont prendre le relais, y compris les vins doux français, sur les vins grecs qui, petit à petit, vont cesser d'être exportés vers la France. Merci de votre attention. Je crois, chère Florence, que vous avez fait 1000 ans en 20 minutes. Voilà. Non, c'est faux, en 16 minutes. En 16 minutes, merci. C'est nous qui vous remercions. Donc, nous avons le temps pour des questions qui, sans doute, permettront de combler, non pas les lacunes, mais de combler de périodes et des questions qui, bien évidemment, n'auraient pas pu être traitées. Merci encore. Merci. Je crois qu'il y a une première question de la part de M. Manessis. Ça marche, oui. Bonjour. Je vais essayer si je me souviens mon pauvre français. Bonjour. Je voudrais seulement ajouter un petit peu sur Antigone. La richesse qu'on trouve aujourd'hui dans les vignobles grecs, les cépages grecs, c'est bien sûr les mers d'Égée, parce qu'il y a aussi les grands crus de l'époque vendus 2 fois plus cher le vin de Phasos. Il y a les premiers droits, monsieur Europoulos, le premier droit de commerce, il est inscrit à Phasos. Hein. Donc, je ne suis pas historien, je suis un voyageur de vin, de vignoble grec. La seconde chose qui est très importante, c'est pourquoi on trouve tellement de cépages dans la mer d'Égée, on voit, c'est l'époque des amphores. Mais aussi, dans les îles ioniennes, il y a une richesse extraordinaire grâce aux Vénitiens, grâce au commerce vénitien. Parce que les mots des Vénitiens sont le siamo veneziani e pocristiani. Pocristano, la vraie traduction, c'est le commerce d'abord de toute l'autre chose. Et aujourd'hui, on trouve à Zakynthos une richesse, je crois il y a 26 différents, pas synonymes, 26 différentes cépages à Zakynthos, grâce aux Vénitiens. J'ai une liste d'un de mes lecteurs qui m'a envoyé d'un cléric, un homme de l'Église catholique à 1480, il y a une liste avec de cépages recommandés pour les commerces. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Oui, les Vénitiens, effectivement, c'est ce que nous disions, ont un rôle capital dans ce commerce des vins grecs vers les royaumes de l'Ouest. Et ce rôle vient du fait qu'en fait, ils ont ce contrat incroyable avec Byzance, qui est un accord à la fois commercial et un accord de défense où ils n'ont absolument aucune taxe à reverser à Constantinople, ce qui explique pourquoi ils ont dominé le commerce méditerranéen pendant des années, bien sûr. Florence, merci beaucoup pour cette très belle présentation qui, chez moi, fait beaucoup d'écho, évidemment, surtout pour avoir travaillé sur la Crète. Et je trouve à travers votre présentation cette continuité extraordinaire du savoir-faire à la grecque. Vous avez parlé de vin blanc, vous avez parlé de Malvoisie, vous avez parlé de vins doux faits par avec des raisins passériers. Tous ces éléments-là que finalement Hésiode, à la fin du 8e, nous décrit comme le procédé de fabrication des vins nobles. Et on les trouve chez Homère. C'est cette belle continuité qui va dès les débuts de l'âge du fer, qui sont héritiers tous les vins grecs de l'Antiquité, que l'on ressent aussi dans ce que vous venez de nous présenter. Et le rôle de la Crète, en effet, sous les ducs Anticandia, qui, en fait, vous avez vu tout à l'heure, le passum muinum. Absolument. Et là, on se trouve dans la Malvoisie, les voyageurs justement des Crètes, del Monti, etc., où on fait chauffer du vin au bord des Rethymnones.
et on envoie tout cela à Venise. Et il me semble qu'il y a un point fort, c'est que le vin grec de l'époque romaine comme dans la période vénitienne ont réussi de devenir de véritables vignobles commerciaux dans le dynamisme que ces empires généraient au fil des siècles. Absolument, avec une place incroyable comme étant une réputation de vin fin et de vin de luxe en définitive, de vins qui étaient des éléments de diplomatie puisqu'on les servait pour obtenir des dons ou pour obtenir un accord sur un point litigieux. Donc de l'importance du vin grec au Moyen-Âge, non pas comme une boisson, mais comme un élément de civilisation, un élément de politique en définitive. Exactement. Et ce qui a pu garantir ce que vous venez de décrire, c'est l'art de la vinification des Grecs. Parce que, comme dit Galien, sans ce vin doux, sont capables de supporter les plounes, c'est-à-dire la navigation. Absolument. Les autres vins, ne pouvaient là, pas. à queue, virent. On Exactement. a de nombreux textes qui ont peur que les vins vont virer. On va Absolument. Pas et au Moyen-Âge, on ne buvait pas de vin, on ne gardait pas le vin. En fait, on buvait, le vin apprécié quand on parle de vin sec était le vin nouveau. C'est-à-dire que dans une période d'un an, entre le moment de sa mise en contenant, le vin devait être consommé. Les seuls vins qui étaient amenés à durer étaient les vins doux, ces fameux vins doux. C'est qui leur procure le luxe, en fait. Bien sûr. Merci beaucoup. Άλλη ερώτηση? Autre question? Merci Florence pour cette belle exposé. Moi, je me réjouis parce que je suis une technicienne plutôt qu'une historienne. Alors, mais est-ce qu'on a vraiment une on a l'impression, à travers de votre présentation, qu'il a une notion de qualité des vins, une classification des vins au Moyen-Âge. Vous avez parlé de vins fins. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, historiquement parlant, situer un peu la genèse de cette notion de qualité, de classification des vins à travers des siècles? Oui, alors en fait, la raison pour laquelle on considère au Moyen-Âge les vins grecs comme des vins fins, donc on est bien sûr en contexte de vin blanc et de vin doux. Les autres vins n'ont absolument pas cette réputation, c'est parce qu'en fait, déjà en période antique, les vins grecs étaient considérés comme de très grands vins, y compris au cours de la conquête romaine. Donc en fait, on a une passation entre le vin de l'Antiquité par la période romaine et par le Moyen-Âge. Et l'autre élément qui est super important, et ça je pense qu'on ne peut pas le nier, c'est le christianisme qui fait du vin un élément essentiel de sa liturgie, en particulier vin doux, vin blanc. Le vin ayant cette espèce d'aura religieuse, le vin doit être d'excellente qualité. Et quand vous vous trouvez par exemple, l'Angleterre, je prends comme exemple l'Angleterre, a des vignobles à ce moment-là, mais elle produit des vins de très médiocre qualité. On ne peut pas offrir dans les évêchés, on ne peut pas offrir en tant que vin de messe un vin de piètre qualité. Et pourquoi doux? Parce que les officiants et les prêtres devaient faire attention à leur estomac. Donc il y a cet élément également qui est super important. Donc on se tourne vers quoi? Vers ce que l'on connaît le mieux jusqu'à présent en matière de qualité, les vins grecs. Donc en fait, cette réputation remonte à l'Antiquité. Et il n'y a jamais eu de rupture entre l'Antiquité et le Moyen-Âge en matière de réputation des vins grecs. J'ai juste à ajouter que les premières listes de l'hiérarchie des vins dans l'Antiquité est déjà dressée par Aélien. Aélien au IIe siècle après, et par Clément d'Alexandrie, sont des auteurs qui hiérarchisent. Donc, le premier vin des Grecs, au Amimonas Inos, le vin irréprochable, c'est le vin de Chios. Parce qu'il est qualifié d'irréprochable par Dionysos lui-même. Et donc, Chios détient le premier des vins, le plus cher, 6 fois plus cher que les autres, etc. C'est le vin des empereurs, c'est le vin des rois. Après, nous avons les vins de l'Égée septentrionale, avant Lesbos, après Thasos, et tous les autres vins suivent. Donc, l'hiérarchie des vins était établie de la sorte, et après, ils vont venir s'ajouter au fil du temps les autres vins. Mais on a déjà cette hiérarchie. Cette première hiérarchie. Et vous avez ce fameux concours. Je vous invite tous à retrouver le poème d'Henri Dandély, donc 1224, qui reprend les vins présentés à Philippe Auguste.
Et le choix final, donc le vin de Chypre va être l'étoile des étoiles, l'apôtre des vins, donc que l'on retrouve dans ce poème qui est en ligne d'ailleurs. Je pense que vous êtes en mesure de le retrouver. Donc la bataille des vins, 1224, Henri d'Andély, qui est aussi une classification des vins du plus mauvais, qui sera bien entendu retiré au meilleur, le vin de Chypre. Merci beaucoup. Je crois qu'il est temps de faire une pause, mais je vous prie de bien vouloir, parce qu'on a un programme chargé. Il est 35. On va à 11h, mais à 11h vraiment, on commence. Ça veut dire on va allumer le micro et on commence. Merci beaucoup.